Wilfried Adou, Virgile Aroncé. Bienvenue à tous, vous êtes au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM, et vous avez bien raison de nous retrouver après la pause électorale pour ce 114e numéro de ce programme. Virgile Aroncé, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure dominicale, maintenant que le Mercure a chuté dans le thermomètre électoral avec la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats provisoires du match présidentiel de la semaine dernière. Nous pourrons à nouveau rouvrir le standard à nos auditeurs afin qu'ils adressent directement leurs questions à notre invité du jour, Joseph Diogbenou. Bonjour. Bonjour. Alors, Joseph Diogbenou, député, président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, avocat à la Cour, enseignant de droit à l'Université d'Abomey-Calavi, vous faites partie, avec vos compagnons d'Alternative citoyenne, des premiers à croire, reconnaître et à vous engager franchement pour l'accomplissement de ce que certains appellent le destin présidentiel de Patrice Talon, désormais élu chef de l'État. Merci d'honorer ce rendez-vous d'explication, ce rendez-vous d'analyse et de commentaires axés sur les actes posés et la parole entendue. Alors, M. Diogbenou, au début de cette aventure politique désormais consacrée par la Cour constitutionnelle, peu de gens croyaient en sa réussite. Abandonné par l'ensemble de la classe politique, à part quelques députés, Patrice Talon est arrivé à s'imposer comme le candidat du peuple, le candidat des citoyens ordinaires et même celui des militants des partis politiques dont les responsables l'ont affublé de tous les noms d'oiseaux. Vous qui avez vécu cette aventure de l'intérieur, quel regard jetez-vous sur ce qui est arrivé? Je voudrais d'abord vous remercier de m'honorer de cette invitation. Ça fait un bon moment que je ne sois plus venu dans votre studio. Et puis, saluer nos compatriotes, joyeuse Pâques, et saluer l'enthousiasme avec lequel chacun a accompli son devoir citoyen. Saluer la dignité retrouvée du Bénin, nous le sentons de l'intérieur, nous le sentons davantage de l'extérieur, le respect avec lequel l'on nous regarde. Il y a eu dimanche dernier 3 élections et celle du Bénin a marqué beaucoup plus les esprits. Nous le devons à l'ensemble de nos compatriotes, quels que puissent être les bords politiques. Alors vous me posez la question de savoir quelle impression, alors même que, évidemment, on considère que les partis politiques ne se sont pas associés dans leur grande majorité initialement au projet et au parcours de Patrice Talon, alors même que nous n'avions pas exposé de la manière la plus extravagante que l'on puisse espérer les moyens financiers, alors même que nous avions subi, je veux dire, les diatribes, les injures, en tout cas de la part de certaines personnalités publiques. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à ce résultat et quelle impression? J'ai souvent l'habitude de rappeler, et je crois que c'est la réitération de cette image-là. Vous savez, ceux qui ont construit l'arc de Noé, ce sont les profanes. Ce sont des gens de beaucoup de foi qui ont construit l'arc de Noé. Ils ne connaissent rien dans la construction de ce que l'on appelait un arc. Ils n'ont pas la maîtrise ni l'expertise. Mais ceux qui ont construit le Titanic, ce sont de grands experts. Les techniciens. Ce sont des techniciens, ce sont des personnes qui maîtrisent au détail près cette affaire-là. Le Titanic a coulé, l'arc de Noé n'a pas sombré. Le Titanic a coulé, l'arc de Noé a sauvé. Je pense que c'est peut-être ce qui est arrivé, avec beaucoup de générosité des jeunes, des mouvements, beaucoup de générosité des citoyens ordinaires. Il est vrai, sur le tapis du rejet des 10 ans de mandat de l'actuel gouvernement, sur le tapis des insatisfactions et sur cette occasion qu'ils ne voulaient pas rater de marquer leur époque et de faire en sorte que les ressources soient concentrées sur la reconstruction du pays. Je pense que celles et ceux, profanes en tout genre et surtout en politique,
qui ont entouré Patrice Talon, on leur doit ce résultat. Est-ce que ce n'est pas le statut de grande victime du régime finissant dont personne ne voulait plus? Est-ce que ce n'est pas ce statut qui a bénéficié à Patrice Talon? Il faut nuancer. On peut considérer qu'il n'a pas manqué d'en profiter, d'en bénéficier. Mais regardez, 2 mois, 3 mois, même dans l'opinion générale, il était difficile d'incarner le nom Patrice Talon. Il était difficile de dire que l'on appelle à rallier Patrice Talon. Je me souviens moi-même dans mes interventions, les colibés, les invectives, les injures, et avec mes amis que nous avons recueillis. Il y a eu au fond un travail de fond. Il y a eu avec une équipe de jeunes gens, de jeunes filles, il y a eu avec une équipe de personnes qui sont très peu au début et qui ont adopté le projet et qui ont fait un travail, je veux dire, de clarification, qui ont fait un travail de conviction, qui ont fait un travail de cet exercice de compréhension de ce que Patrice Talon veut faire, du contenu de son projet. C'est l'une des rares fois qu'une campagne électorale a eu pour angle, vraiment, point de concentration, le projet. Regardez ce qu'il a fait dès le départ. Rencontrer les enseignants, rencontrer les médecins, les agents de santé, rencontrer les opérateurs économiques, rencontrer les huissiers, rencontrer. Il s'est mis sur la place publique. Il a regardé chaque citoyen. Il a dit ce qu'il veut faire, sans ignorer qu'on sait qui il est. Évidemment, le monde se construit avec ce que l'on veut faire. Le monde ne se construit pas avec qui l'on est aujourd'hui. Le monde se construit avec ce que l'on veut. En étant le premier, n'est-ce pas, à mettre sur la place publique les bribes de son projet de société, à orienter ce qu'il voulait faire du pays, est-ce qu'il ne s'était pas imposé un peu comme le métronome de cette compétition électorale? Déjà, il a été le premier à l'annoncer, je crois. C'est une réforme institutionnelle, notamment. C'est l'une des conséquences. Ce n'est pas la cause, c'est l'effet. Mais enfin, lui, il avait plus à démontrer que tout autre. Lui, il avait plus à expliquer que tout autre. Le voleur, le bandit, il a volé tout dans ce pays. Il a fait tout dans ce pays. Il a construit, dit-on, il a imposé tous les gouvernements dans ce pays. C'est-à-dire que quand Boni Yahi inaugurait un pont, on ne dit pas que c'est Patrice Talon. Mais quand il mettait dans un gouvernement quelqu'un d'incompétent, on dit c'est Patrice Talon qui l'a fait venir. Il avait à démontrer, à expliquer, à exposer. Il avait à justifier. Il avait à rechercher chaque citoyen dans son hameau, dans sa maison, dans son lieu de travail, à tenir un dialogue avec lui. C'est cela qui, peut-être, donne à penser qu'il a conduit la campagne, et c'est vrai. À vous entendre, on a l'impression que Patrice Talon, aujourd'hui président, c'est plus une adhésion qu'un rejet. Ah oui, c'est une adhésion. C'est une construction, Patrice Talon. Nous avons construit le résultat. Nous avons construit la victoire. Vous savez, il y a deux classes dans ce pays. Il y a la classe de celles et ceux qui veulent construire une victoire. Il y a la classe de celles et ceux qui veulent rallier une victoire. Patrice Talon, nous l'avons construit. Voilà. Alors, rallier une victoire, on va en parler tout à l'heure, mais certains estiment, M. Benou, que les électeurs ont beaucoup plus voté contre Lionel Zinsou, un homme certainement compétent, mais dont on connaissait déjà l'état et qui a en plus commis la faute politique d'endosser le fardeau de l'État difficilement défendable de Boni Yahi. Partagez-vous cette opinion? Par la personne de Lionel Zinsou, nos compatriotes ont voté contre la facilité. Nous qui, dans toutes nos familles, nous apprenons à nos enfants que on a tout au bout de l'effort. Au bout de l'effort. Les passerelles les plus faciles ont été combattues pour cette élection. Nos compatriotes ont voté en réalité aussi contre 10 années mandat. Le fait que Lionel Zinsou a été porté par un gouvernement et par un président de la République dont on ne maîtrise pas, je veux dire, l'orientation, dont on conteste les grandes décisions, les résultats, et bien cela a joué dans la campagne. Alors, quand on vous demandera par exemple de dire, n'est-ce pas, les recettes
de ce succès en 2 ou 3 choses. Quelles sont les recettes qui ont permis à Talon d'émerger comme ça? Le premier mot, je pense que c'est la foi. La foi en ce qu'on fait. Dites aux enfants de croire en ce qu'ils font. Nous l'avons appris à l'occasion de cette campagne. Il faut être convaincu avant de convaincre. Il y a 32 autres qui croyaient aussi en ce qu'il faisait. Il faut être convaincu avant de convaincre. Il faut être convaincu avant de vaincre. Vous savez, il n'y a pas de ligne de ce projet de société que Patrice Talon n'a pas pensé. Je confesse ici, dans un chose là à Paris, chaque ligne, quand il est fatigué, on suspend. Chaque phrase, pesée, sous-pesée. Chaque objectif évalué. Alors, on peut dire que ce n'est pas un projet... Il a été enceinte du projet de société. Il a voulu le projet de société. Et il l'a tenu à l'exposer lui-même. Il a tenu à le démontrer lui-même. On peut le prendre sur tout. On ne pourra pas le prendre sur le projet. Alors, est-ce qu'on peut estimer que le résultat auquel il est parvenu là est celui de quelqu'un qui a pris le temps de la préparation? Parce que certains estiment que c'est ces derniers mois seulement qu'il a pris l'initiative de se porter candidat. Est-ce que cela a été fait un peu plus tôt que prévu? Par exemple, il y a 2 ans, Je pense que les historiens sont déjà, et les analystes politiques que vous êtes sont déjà à l'ouvrage. Les ouvrages vont paraître bientôt. Mais il faut nuancer. Non, je ne pense pas que une année auparavant que Patrice Talon avait décidé de se porter candidat, le contexte politique, l'enjeu, les développements récents de la situation interne, ces éléments l'ont engagé à se porter candidat. L'attentisme, quasiment l'indolence, la recherche de la célébration personnelle de la plupart des personnalités politiques de notre pays, ces éléments l'ont conduit à considérer que peut-être il peut apporter beaucoup plus que les autres. Ce que vous dites, est-ce que c'est tout à fait la réalité lorsqu'on sait que l'un des motifs donc des querelles avec Boni Yayi, c'est donc la révision de la Constitution. Il ne voulait pas de la révision de la Constitution parce que, clause secrète, il aurait aimé être à la suite de Boni Yayi président de la République. Non, pas du tout. Je pense pas que et je le conteste formellement. Vous savez, nous sommes un certain nombre à nous être battus contre la révision de la Constitution, vous y compris. Et que recherchions-nous à l'époque? Qu'un pouvoir ne persévère pas, que ce qui se passe dans un pays de l'Afrique centrale ne nous arrive pas. Nous avons la fierté de nous considérer comme les Dahoméens, comme les Béninois. Nous ne reculons pas, nous avançons. Et ça, en dépit de la situation politique aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Des milliers de personnes qui sont descendues dans les rues de Cotonou le 11 décembre 2014 ne l'ont pas fait parce que Patrice Talon est resté quelque part et leur a téléphoné, téléguidé. Non, ce n'est pas ça. Y même compris Patrice Talon. Et je pense que dans un État qui s'asphyxiait progressivement, il faut ouvrir les fenêtres pour qu'il y ait beaucoup d'oxygène. Et les fenêtres à ouvrir, c'est le renouvellement de l'équipe dirigeante. Et nous avons craint à l'époque qu'avec la révision de la Constitution, que ce renouvellement de l'équipe dirigeante ne puisse intervenir. Cette bataille-là, nous l'avons fait ensemble. Il a pris sa part, nous avons pris notre part, les citoyens ont pris leur part, il ne faut pas nier cela. Nous sommes battus déjà en 2007, lorsqu'il y a eu la tentative de révision par l'Assemblée nationale. Nous sommes battus, ça n'a pas abouti. Et je crois que constamment, ce pays va se battre contre une révision de la Constitution qui n'a pas pour but, n'est-ce pas, de permettre aux institutions de fonctionner, mais de se mettre les institutions au service d'un homme. Mais ce dont nous parlons, ce sont des clauses secrètes, et à ce niveau, ça peut se passer, non? Les clauses secrètes, je ne les connais pas, ces clauses secrètes. Évidemment, vous ne pourriez pas être là. je ne les connais pas. Alors, mais Patrice Talon, finalement, comme vous le dites, a été enceinte de son projet qu'il a intitulé Le Nouveau Départ, et beaucoup de Béninois ont été manifestement séduits par ce projet fondé sur la rupture à l'épreuve de la pratique. Quelle forme prendra ce concept qui mérite d'être maintenant clarifié
clarifier dès à présent afin d'éviter qu'elles prennent l'allure d'un machin autrefois appelé changement ou émergence. Au fond, contre quoi sommes-nous battus? Contre des pratiques, contre des décisions, contre des intentions. Les pratiques, le fait pour un pouvoir de vouloir asservir tous les autres pouvoirs, de dominer tous les autres pouvoirs. Le fait de voir un homme, non pas l'État, non pas les institutions. Le fait qu'il y ait dans ce pays une discrimination à fleur de peau visible. Le fait que chaque citoyen n'ait pas de chance parce qu'il est citoyen, mais n'a de chance que parce qu'il a de relations. Nous nous sommes battus contre cela. Et quand on se bat contre ça, quand on se bat contre la pauvreté injustifiable, injustifiée, alors qu'il y a des ressources extraordinaires, que l'on oriente vers la satisfaction d'autres besoins. Imaginez, dans ce pays, nous avons un avion présidentiel, nous avons 3 hélicoptères, mais nous n'avons pas de soins de santé de qualité. Nous n'avons pas d'ambulance. Vous venez de Porto-Novo à l'hôpital de zone de Porto-Novo. Nous sommes battus contre ça. Il paraît que c'est l'un des hôpitaux de zone les plus démunis du pays. Contre des choix impertinents. Quand on s'est battu contre tout ça là, le mot qui vient, évidemment, c'est la rupture. Spontanément. Et la rupture, vous savez, c'est à la fois le fait de briser, le fait d'interrompre, le fait de renouveler. De briser, d'interrompre, renouveler. Briser ce qu'il y a. Pas briser un État, pas briser les individus. Les pratiques. Briser les pratiques. Briser, interrompre avec ce que l'on considère comme n'allant pas dans le sens de l'intérêt général. Renouveler, faire en sorte de créer l'espérance. C'est ça la rupture. La rupture, c'est le terreau de l'espérance. Et vous savez, on explique mieux lorsque l'on donne des exemples. Nous sommes dans la célébration pascale. Quand il allait partir, il dit voici le pain, voici le vin. Pas des exemples très précis. Quels sont les exemples? Vous voyez, le fait, par exemple, c'est anecdotique, mais c'est extrêmement important. De voir l'image du chef de l'État partout dans les rues. Vous ne verrez plus ça. Le fait, par exemple, de voir à la télévision nationale une personne figée du matin au soir. Vous ne verrez plus ça. Le fait de refouler toutes les tentatives de discussion dans les espaces publics. Vous ne verrez plus ça. Le fait pour le président de la République de lancer toutes les pierres, d'inaugurer toutes les pierres, comme s'il n'y a pas de maire, comme s'il n'y a pas d'élus locaux, comme s'il n'y a pas de ministre. Le fait de dépersonnaliser, de déresponsabiliser à la fois les autorités publiques que les citoyens. Vous ne verrez plus ça. Le fait de réunir, de regrouper nos femmes, nos paysans dans les stades pour qu'ils applaudissent. Vous ne verrez plus ça. Vous allez me dire que c'est le phénomène. Oui, d'abord le phénomène. Mais alors, au fond, il faut penser avant d'agir. Il faut imaginer, il faut examiner tous les coûts de l'action publique, tous les effets de l'action publique avant de le mettre sur la place publique. Il ne faut pas agir avant de réfléchir. La rupture à laquelle les gens pensent aussi, c'est la prédation des ressources publiques qui a été quand même ce à quoi on a le plus assisté ces 10 dernières années. Je crois que ce sera aussi là un point de rupture. Absolument. Absolument. Vous n'allez pas le faire dire à Patrice Talon, il en a pleinement conscience. Et c'est d'ailleurs pour cela que le critère essentiel dans la gouvernance, c'est la compétence. Elle a dit dans son intervention la fois dernière récente que voilà, il n'y aura que la compétence. Pas d'autres critères politiques, en tout cas pour le moment. Dans la lutte contre la prédation, est-ce que c'est pas là le gros défi, à tort ou à raison? On dit aujourd'hui que qui dit prédation ne voit pas loin Patrice Talon. Vous savez, vous revenez avec toutes ces... C'est des questions que les Béninois se posent. Tous ces fantasmes. Ce sont les Béninois qui ont voté à 65%. Ce sont des Béninois qui ont célébré son projet. Vous avez dit ça peut être un vote de rejet. Ce sont des rejet d'un système. Ce sont des Béninois qui ont voté à 65%. Ils étaient 33. Le rejet du système, si Patrice Talon ne porte pas des valeurs, n'a pas de conviction, n'est pas sincère dans ce qu'il propose, je pense que parmi les 65, il y en a quand même au moins 8 au travers desquels l'on pourrait, s'il était si vilain, n'est-ce pas, pourrait porter leur voix. Je pense pas que quand on parle de prédation, que l'on se prononce par voie incantatoire
Voyez-vous, vous n'avez nulle part au monde un opérateur économique dans un contexte déterminé qui n'ait aucun lien avec sa société. Et jugez Patrice Talon sur ce qu'il a fait de mal, mais jugez-le aussi sur ce qu'il a fait de bien. Sinon, vous ne serez pas juste. Et pour dire qu'il est prédateur, il faut aussi rechercher ce qu'il a fait de bien. Et je ne pense pas, je ne sache pas qu'avec les 24 dossiers sortis en Conseil des ministres, avec toutes les procédures que auxquelles vous avez assisté dans ce pays, qu'il y ait la moindre décision de justice et que l'on ait dit tout cela aux populations et que les populations votent à 65%, que vous puissiez encore considérer qu'il est l'un des prédateurs du système. Le grand rendez-vous. Pourquoi nous n'avons pas voulu d'un indépendant? Un indépendant, qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur qui n'a pas de parti politique et qui dit « Je suis Sébastien Agavon, je suis Patrice Talon, votez pour moi. » Sur quelle base? Sur quelle base un parti politique structuré comme le PRD irait voter pour un indépendant comme ça? À aucun moment, ils se sont assis avec nous pour définir avec nous un programme de gouvernement, un projet de société. Ça veut dire que je vous donne de l'argent, ne sont pas achetés, vous faites campagne pour moi, et une fois que les élections sont terminées, je vous ai déjà donné de l'argent pour faire campagne, vous allez rester chez vous, et vous voyez comment je vais diriger le pays. Vous croyez que c'est satisfaisant pour un parti comme le PRD? Vous croyez que c'est satisfaisant pour un parti comme le PRD? Ce sont des gens, ce sont des Béninois, ils ont le droit de se présenter, mais nous sommes un parti politique. Et regardez, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'empressement pour aller vers eux? Comptez le nombre de partis politiques qui sont allés vers eux. Hein? Il n'y a qu'au dernier moment le PSD qui, à défaut de mieux, s'est rallié à la candidature. Quels sont les partis politiques vrais qui sont allés dans ce sens? Il n'y en a pas. Quels sont les grands partis qui sont avec eux? Quand vous dites la ND, non, il ne faut pas se cacher derrière les mots. Il y a Houdé qui est avec eux. Point barre. Les trois autres, Houdébé, ils sont ailleurs. Bon, donc nous avons fait le choix de ne pas prendre les opérateurs. Ça a été débattu 10 fois. Chaque fois, la décision, c'est de ne pas prendre un opérateur économique. Mais ce que nous craignons tout simplement, c'est la confusion des genres avec le désordre que cela amène. Je vais vous donner un exemple. Un opérateur économique, commerçant, qui prend le pouvoir. Ces conteneurs arrivent au port. Vous croyez que les douaniers vont pouvoir vraiment aller ouvrir les conteneurs, fouiller et regarder? Ah non, ce sont les conteneurs du président. Vous croyez que c'est possible ça? Et nous avons vu ici, un opérateur économique, Patrice Talon, le PVI, nous l'avons vu. Le désordre que le PVI a amené. Nous avons été le seul parti, le premier parti à dénoncer le PVI pendant que le président Yahi Boni faisait faire des marches dans le pays pour dire que c'est une bonne chose. Vous nous voyez soutenir ça? Et parce qu'il fallait faire passer ce PVI, vous avez vu, les libertés syndicales ont été pratiquement supprimées pour les douaniers, supprimées pour les personnes qui vont concourir, les grèves qui s'en sont suivies. Vous l'avez vu. Vous voulez que nous rentrions dans cette spirale-là? Enfin, ce qu'il faut me demander l'extraordinaire là, monsieur. Nous allons attendre qu'il soit d'abord président pour dénoncer ce que nous craignons, c'est-à-dire la destruction d'un secteur de l'économie. La monnaie, regardez, moi je suis le député d'une région où il y a des commerçants. Ils n'acceptent pas, eux, que leurs concurrents aient le monopole. Ils ont déjà presque le monopole. Et quand ils vont devenir président, qu'est-ce que ça va être? Ils ne veulent pas. Nous ne voulons pas que le chef de l'État soit un commerçant. Parce que s'il est un commerçant, ça va créer du désordre. Nous ne voulons pas que le chef de l'État soit quelqu'un qui a un quasi-monopole dans un secteur donné. S'il devient président, ça va créer du désordre. Il n'y aura plus de la bonne gouvernance, il y aura de la corruption généralisée. Nous ne le voulons pas. Point. Alors, Gérald Diogbenou, vous l'avez entendu, point, n'a besoin de vous présenter celui dont vous venez d'entendre les propos, tels des orpailleurs se ruant sans pudeur vers l'Ouest américain dans une trivialité plutôt déconcertante. Les acteurs politiques que le verdict sans appel des urnes contraint normalement à l'opposition affluent tels des criquets migrateurs vers le nouveau président avant même sa prestation de serment. Quel effet vous fait cette forme de transhumance politique, de couper décalé à l'ivoirienne, ce refus proclamé d'assumer ses choix et positions politiques? Oh, mais quel effet? Je n'utiliserai pas les mots que vous avez utilisés. Vous êtes d'accord avec ça, bon? Avec l'esprit, oui, mais pas avec l'expression. Qu'est-ce que vous avez à reprocher au mot Major Beno? Non, ils sont si bien choisis que je voudrais dire quel effet, quel sentiment cela m'inspire. Premièrement, que la réponse a été faite
dans les suffrages que, évidemment, l'amalgame entre président et commerçant n'est pas juste. Comme l'amalgame entre avocat et président n'est pas juste. Comme l'amalgame entre médecin et président n'est pas juste. Et que quand on est président, c'est une fonction politique. Et qu'on peut exercer différents métiers et avoir à exercer une fonction publique, politique. Et que par ailleurs, même y compris l'Assemblée nationale, il y a des incompatibilités. On peut être commerçant et être député. Mais ce n'est pas parce qu'on a été commerçant qu'on ne peut pas être député. Et je pense que cette clarification est heureusement faite dans les urnes. Et deuxièmement, que finalement, nous avons eu raison, nous autres, de ce que la crainte exposée n'est pas celle des populations. Que Patrice Talon n'est pas cette grande ombre, cette grande silhouette, ce grand fantôme qui s'approprierait de tous les biens de l'État et surtout contre les commerçants. Le gargantuesque. Voilà, non, que nous avons eu raison de considérer que ce n'est pas juste. Nous avons d'autant plus raison qu'heureusement, toutes les forces politiques se rallient à nous. Et que c'est ensemble que nous allons mettre en œuvre le projet de société de Patrice Talon qui n'a rien, mais absolument rien de décevant pour le pays. Et finalement, louer la sagesse du PRD. Louer la sagesse du PRD. Faut penser. Qui considère qu'il avait eu tort. Et qui considère maintenant que le peuple a raison, qu'il faut suivre la raison du peuple. Oui, nous sommes en temps pascal et puis Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais c'est dès lors que le pécheur arrive à se repentir, Dieu lui parle. Ben, évidemment, on n'est pas à l'église ici, on est en politique. Alors, les responsables du PRD dont nous avions reçu certains dans cette émission, M. Diobenou, avaient opté pour le candidat de celui qu'ils ont affublé des épithètes les plus péjoratifs, 10 ans durant, en prétendant que porter des commerçants au pouvoir, vous l'avez entendu tout à l'heure, serait prêter flanc au désordre. C'est vrai que le champ politique n'est pas un lieu sain, mais est-ce normal qu'un parti politique structuré, organisé, pris à son propre piège, puisse ainsi se donner une ligne idéologique, le refus d'assumer son statut d'opposant? Est-ce que ça, c'est décent? Je pense que c'est un appel à la restructuration du cadre institutionnel des partis politiques. C'est un appel au renforcement des partis politiques. Que les partis politiques qui sont aussi importants que le Parti du Renouveau démocratique aient le courage de désigner un candidat, aient le courage eux-mêmes, non pas d'attendre les projets de société des autres, mais d'avoir leur propre projet de société. Et cela passe par le financement public des partis politiques. C'est l'un des points de réforme, des points les plus importants de réforme de Patrice Talon. Sans parti politique important, considérable, il n'y a pas de contribution de qualité à la démocratie. Ce que vous avez observé là, me semble-t-il, c'est un appel au secours que certains partis politiques ont adressé à celles et ceux qui auront à diriger le pays à l'égard des partis politiques. Il faut les renforcer. Il faut les renforcer. Il faut faire en sorte qu'il y ait des ressources humaines de qualité qui rentrent dans les partis politiques. Il faut faire en sorte que les questions existentielles ne se posent pas aux partis politiques. Si nous ne faisons pas cela, 5 ans après, vous aurez à faire une émission pareille avec les mêmes mots. Faisons en sorte, ayant pris acte de ce qui s'est passé, des graves malentendus, je ne dirais pas injures, parce qu'on pourrait le prendre comme cela, des graves malentendus que nous avons connus, des incompréhensions insoupçonnées que nous avons connues. Voilà, et il faut faire en sorte qu'à la fin du mandat, que nous n'ayons plus à déplorer ces situations. Alors, les fous du roi, les chiens d'attaque, les jeunes turcs décharnés, les panthères de l'émergence, les bulldozers du président et d'autres racoleurs de petits formats affluent désormais vers Patrice Talon pour embarquer dans le train de la rupture. Le Bénin est finalement une démocratie originale. Mais Diobenou, quelle place réserve le nouveau président à ce genre de clients qui apparaissent plus comme des profiteurs, des jouisseurs que de véritables soutiens? Il est dans une poursuite de rassemblement. Une poursuite de rassemblement consiste à faire en sorte que le plus grand nombre de citoyens adhèrent non plus à son projet de société, nous avons dépassé l'étape de la campagne électorale, mais à son programme de gouvernement. Si c'est cela, c'est un point positif, il ne peut que l'accueillir positivement.
mais il n'est pas dans une posture de discussion. Il n'est pas dans une posture, je veux dire, d'exposition du patrimoine de l'État aux fins de satisfaction d'intérêts particuliers. Si c'est l'intention, je pense que le rendez-vous ne sera pas fructueux. Et donc, nous sommes tous engagés à faire en sorte que les réformes aboutissent et à faire en sorte que le pays redémarre, à faire en sorte de répondre aux insatisfactions économiques, à faire en sorte de répondre aux insatisfactions sociales. Si c'est cela, eh bien, nous avons et nous accueillons favorablement toutes ces arrivées. Est-ce que le régime de Patrice Talon a aussi besoin de ces fous? Vous savez, l'expression fou du roi, je pense qu'elle-même, elle a été galvaudée, mais il faut la restituer. C'est celui autour d'un pouvoir, d'un homme puissant, qui arrive à lui dire vraiment ce qu'il n'aime pas entendre. Mais vous avez le sentiment que ces 10 dernières années, c'est ce qu'on assiste. Non, j'arrive là. Le fou du roi, c'est celui qui permet au roi d'entendre les putréfactions, de voir les putréfactions, de voir la réalité, au lieu de voir, je veux dire, l'angélisme. Celui qui est en mesure de dire au roi, votre boubou est déchiré. Absolument. Mais évidemment, ce n'est pas la situation à laquelle nous avons assisté. Je veux dire, tout pouvoir a besoin d'un fou. Et autour de Patrice Talon, sans qu'il le réclame, le revendique, il y a des personnes qui lui indiquent vraiment le chemin à prendre. Donc Patrice Talon il a dit assez fou. Pour ne pas s'éloigner de la réalité. Je ne parle pas de fou. Les personnes qui ont l'audace de la vérité, je veux dire. Les personnes qui ont le courage de la vérité. D'accord. Alors, mais ceux que vous appelez les fous du roi sont des citoyens. Et vous savez que la peine de mort est abolie quasiment dans ce pays. Et donc, il y a la foi en la rédemption de chacun de nous. Alors, mais je vous remets. Il y a des citoyens qui se posent ces questions et ils sont plutôt préoccupés de savoir si, en entraînant dans son élan tous ces acteurs, en recyclant tous les politiques qui ont choisi de perpétuer le système dénoncé et rejeté par les unes, Patrice Talon n'aurait-il pas ainsi berné le peuple dans l'aspiration marquée à la rupture que nous avons observée dans les unes dimanche dernier? Je veux dire, Patrice Talon, après l'élection présidentielle du 20 mars, après le second tour de l'élection présidentielle, la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, n'a encore formulé aucune demande de négociation, de ralliement à l'égard de qui que ce soit. Deuxièmement, il n'en fera certainement pas. Ce sont des ralliements. Il n'en fera certainement pas, Madi Ogbenou. Je ne le dis pas. Non pas. Il veut que les compétences, les talents, de quel bord ils se trouvent, puissent être associés aux réformes et à la reconstruction du pays. Et donc, de ce point de vue, il y a à aller chercher les talents là où ils se trouvent. Mais cela dit, nous réagissons par rapport au ralliement de ces dernières semaines. Alors, premièrement, donc, il n'est pas demandeur. Deuxièmement, il accueille cela favorablement. Mais troisièmement, il tient son projet. Ce ne sont pas les ralliements à un homme. Ce sont les ralliements à un programme. Si on l'entend comme ça, on l'entend comme cela, eh bien, c'est ensemble que nous allons travailler sur le programme. Ce ne sont pas des ralliements... Il y a beaucoup qui viennent à vous pour manger. Tout simplement. Cette expression... Vous parlez de manière triviale, oui, et pourtant c'est la réalité. Non, je ne l'en ai pas encore rencontré qui viennent manger parce qu'il n'y a pas de plat exposé devant Patrice Talon. Il a une table et Patrice Talon l'a dit, le Bénin n'est pas un gâteau à partager. Et de ce point de vue, vous n'allez pas l'attaquer de ce point de vue. Il tiendra son engagement. Le Bénin n'est pas un gâteau à partager. Oui, mais généralement, quand on observe ce soutien, et surtout avec ce que vous venez de nous révéler, c'est des soutiens absolument spontanés, télévisés et tout, que nous voyons. Généralement, quand ça se fait, en tout cas ce à quoi nous avons été habitués ces 10 dernières années, cela fait par la suite objet de marchandage, de négociation. Non, pas du tout. N'excluez pas ces ralliements du contexte politique. N'excluez pas ces ralliements de vouloir populaire, d'une véritable rupture. Vous savez, nous sortons de cette élection majeure qu'est l'élection présidentielle. Mais chacun prépare les élections de 2019 et de 2020. Oui, mais est-ce que vous en aviez besoin? Est-ce que cela vous manquait? Non, ce n'est pas nous qui posons la question. Ce sont les ralliements que nous commentons, que nous analysons.
Et donc, ce que peuple veut, Dieu veut. Et donc, je considère que, évidemment, il y aura une recomposition de la classe politique en vue des enjeux, des échéances futures. Et je considère que dans cette recomposition de la classe politique, peu iront contre la volonté populaire. Et donc, je considère que c'est tout à fait normal que lorsque l'on a pris acte de l'orientation indiquée par les suffrages exprimés, que l'on s'en rapproche, même si dans un passé très récent, l'on s'en serait détaché. Et pour moi, politiquement, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas que Patrice Talon est dans une sorte de demande express, de demande forte, mais il prend acte de la situation politique. Et si c'est un ralliement, encore une fois, à son programme, et c'est avec beaucoup de cœur que ensemble nous allons travailler. Oui, mais Maître Diop-Benoît, il y a quelque chose qui me tulipine dans la tête, mais quand on a une posture, quand on a défendu un projet, quand on a des idées et qu'on les porte et que on échoue et que cela n'arrive pas à emballer les citoyens, est-ce qu'a dit pour autant que ces idées sont mauvaises ou que ces idées ont été mal comprises? Je vous donne un exemple. En 1981, François Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle, c'était dans un contexte plutôt peu favorable à l'abolition de la peine de mort en France. Il y avait des affaires, des enfants qui avaient été tués par un certain nombre de criminels. Le pleuvoir rouge. Le pleuvoir rouge. Et évidemment, l'opinion publique était fondamentalement défavorable à l'abolition de la peine de mort. Mais Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle, il a affirmé de façon ferme: si je suis élu président, j'abolirai la peine de mort. Il l'a fait. Alors, quand on a soutenu une position et quand on échoue, est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce qu'on a porté est toujours, même si l'opinion publique n'est plus favorable à ce que vous avez dit ou soutenu, est-ce qu'on ne peut pas continuer à considérer qu'on a raison et qu'on a des idées à faire valoir plutôt que de se rallier à ceux qu'on a combattus pendant tout le temps? Enfin, il y a quand même quelque chose. Vous avez pris votre exemple dans un contexte de partis politiques renforcés, de partis politiques construits, de courants politiques à l'intérieur de partis politiques, de partis politiques en perpétuel renouvellement, de partis politiques qui savent anticiper, qui savent planifier. Nous sommes dans un contexte de reconstruction de partis politiques. Et évidemment, dans ce contexte-là, où sur le terrain politique, le terrain partisan, il y a peu d'éléments de confort et de reconfort, il faut tout reprendre. Ce que vous avez dit est vrai, mais nous sommes dans un terrain, je ne dirais pas de désert partisan, mais quand même d'une sorte de débandade. Et il est de la responsabilité de l'élu, de Patrice Talon, de faire en sorte que les partis politiques retrouvent des couleurs. Si nous ne le faisons pas, c'est notre démocratie qui va s'emporter beaucoup plus mal. Et c'est l'État lui-même. Parce que dans un système politique, dans un régime démocratique où les partis politiques sont faibles, l'État est vulnérable. Il est vulnérable aux assauts extérieurs. Il est vulnérable aux questions de sécurité. Il est vulnérable aux questions économiques. Il est vulnérable à l'égard des questions sociales. Nous avons besoin, dans l'intérêt de Patrice Talon, dans l'intérêt du régime qui se met en place, nous avons besoin de partis politiques assez renforcés qui puissent, répondre et qui puissent discuter. Et donc, nous en faisons une préoccupation majeure. Et dans les réformes qui vont être mises en œuvre, la place accordée aux partis politiques est une place considérable. Nous espérons que ce que nous avons vécu, ce n'est pas seulement à l'occasion de ces échéances-ci, depuis, je dirais, quasiment de 1991, ce que nous vivons d'année en année nous appelle courageusement à faire en sorte que de grands partis politiques s'installent dans notre pays. Mais ces réformes passent par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez déjà réglé ce problème? Comment Patrice Talon, qui n'a pas de député à l'Assemblée nationale, a priori entend régler ça? Cela veut dire que je ne suis pas un député. Non, pour dire, il n'a pas de majorité. Un président à peine élu, il n'a pas encore de majorité à l'Assemblée nationale. Oui, ça c'est un fait, oui. Nous restons dans le même contexte. Dans le même contexte d'incertitude partisane, dans le même contexte d'incertitude d'adhésion à un programme. Voilà, les lignes politiques ne sont pas fixes. Et on ne peut pas dire, donc, dans ce contexte... Il n'y a pas de cloison étanche. Il n'y a pas de cloison étanche. Et ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque est celle-ci. Vous avez noté les ralliements, y compris, donc, du Parti du Renouveau démocratique. Et nous ne pouvons pas avoir ces ralliements et considérer que nous n'avons pas de majorité. Et il reste à aller vers la renaissance du Bénin, par exemple, aussi. Elle également 7 députés. Et les FCBE. Nous allons dans les semaines à suivre
mesurer la majorité, n'est-ce pas, apprécier la majorité qui suivra les réformes projetées par le candidat élu. Mais je vous rassure, nous aurons la majorité qu'il faut. Et je vous rassure, sur un second plan, le peuple béninois va se prononcer aussi par référendum, quelle que soit la majorité que nous aurons à l'Assemblée nationale. Vous aviez publié un chronogramme. Est-ce que vous nous rassurez également que vous tiendrez dans ce agenda-là? Vous allez avoir les annonces les plus fortes du président de la République de ce point de vue. Nous allons tenir dans le délai. Vous savez, dans les États africains surtout, et dans le nôtre, lorsque vous annoncez les réformes, qui sont des réformes touchant la Constitution, si vous ne les effectuez pas dans la première année, vous ne les effectuerez plus. Et donc nous tenons à cela. Les réformes constituent la priorité de Patrice Talon et nous allons l'aider à le faire. Le grand rendez-vous. On peut considérer ce que vous venez de dire comme une belle transition pour aborder la suite de l'émission. Nous allons à présent parler des priorités du nouveau président. Il se dit que le président a déjà un programme de gouvernement sur les 3 premiers mois d'un mandat qui promet d'énormes surprises dans les priorités, dans le mode opératoire, et dans le feeling. Vous qui êtes dans le secret de ces choses qui s'organisent, quels sont les éléments clés de ces premiers 90 jours du nouveau système? Premièrement, c'est la mise en œuvre de tout ce qui a été annoncé comme réforme institutionnelle. Et donc, mettre en place le mémorandum de conduite de la révision de la Constitution sur les éléments que vous savez. Ce n'est pas une révision qui touche les comptes pouvoirs, c'est une révision qui les renforce plutôt. Ce n'est pas une révision qui renforce le pouvoir exécutif, c'est une révision qui soulage le pouvoir exécutif de certaines de ses prérogatives qui sont pathogènes, n'est-ce pas? Et donc cette réforme, ce comité de réforme sera très rapidement mis en place. De toutes les manières, Patrice Talon va décliner le programme détaillé. Et bien entendu, il faut mettre en place aussi les leviers de relance de l'économie. Il y a des insatisfactions extrêmement graves sur lesquelles nous ne pouvons pas ne pas réagir. Et donc les leviers de relance du secteur privé, les leviers de relance de l'économie d'une manière générale, les leviers de satisfaction des problèmes sociaux. Et donc ces leviers-là seront mis en place dans les 3 premiers mois. Et bien entendu, le démarrage, c'est le gouvernement. Il sera annoncé aussitôt. Probablement le 6 avril, Patrice Talon va livrer la composition de son gouvernement. C'est une équipe qui sera... Ça, c'est lié à un nouveau feeling. Il n'y a pas d'attente pour la... Il n'y aura pas d'attente. C'est une équipe qui sera très rapidement, qui prendra en charge les affaires de l'État. C'est une équipe qui sera constituée d'hommes et de femmes compétents, d'hommes et de femmes conscients des enjeux, d'hommes et de femmes qui ne vont pas apprendre dans les ministères qui sont ministres, d'hommes et de femmes qui ne font pas apprendre dans les ministères où se trouvent les dossiers, d'hommes et de femmes qui auront à cœur non pas de rechercher les solutions, bien sûr, mais de les mettre en œuvre avec l'appui, avec l'accompagnement de tous, l'accompagnement institutionnel, mais également l'accompagnement politique. Donc c'est une équipe de combat qui sera mise en place. Une équipe de combien de membres? Et je ne suis pas le président de la République. Des chiffres ont été avancés. 18, 16. Le chiffre finalement c'est 20, il y a beaucoup de chiffres qui circulent finalement. Je pense qu'il y a une nouvelle activité qui va se développer. Voilà, le loto sportif, mais aussi quand on joue sur les chiffres, comme en Grande-Bretagne, quelle sera la couleur du premier vêtement de la fille de la prince. Voilà, donc nous allons on va faire le loto du chiffre. Voilà, mais ce que je peux vous dire, c'est une équipe resserrée, mais considérablement resserrée, qui sera mise en place. C'est une équipe qui sera soudée autour du chef. Cela est sous-tendu par quoi? Le souci de la réduction du train de vie de l'État, c'est cela? Ou c'est beaucoup plus la recherche de l'efficacité qui amène à resserrer l'équipe, comme vous l'avez déjà entendu le dire? Le refus de la complaisance. Ce n'est pas parce que l'on a beaucoup d'amis que le gouvernement sera composé de beaucoup de personnes. Donc il n'y aura pas un gouvernement de remerciement? Il n'y aura pas un gouvernement de remerciement, il a lui-même dit. Il n'y aura pas un gouvernement dont les priorités seraient politiques, genre équilibre régional, genre parité. Équilibre genre. Exactement. Lorsque le partisan est compétent, oui, il sera dans le gouvernement.
Lorsque la femme, elle est compétente, oui, elle sera dans le gouvernement. Voilà, donc il y a le critère compétence qui est le critère majeur. Nous sommes dans le fond du gouffre, nous sommes dans l'abîme. Il faut des hommes et des femmes, il faut des hommes et des femmes en capacité de nous en remonter. Il faut des hommes et des femmes en capacité de conduire les réformes essentielles. Après, Patrice Talon se donnera les coups des franches pour composer, évidemment, mettre en place les équipes qui tiendront compte de l'ensemble des enjeux politiques. Bien, pour le départ, le nouveau départ, le véritable départ, eh bien, il y aura une équipe resserrée autour du président de la République. Et il y a eu aussi cette polémique de profil donc de ministres. Les anciens ministres, les ministres de Boni Yayi notamment, ne seraient pas acceptés dans ce gouvernement. Vous savez, le critère, il est déterminé. C'est le critère compétence. La qualité de béninois. Si nous arrivons vraiment à retirer aux anciens ministres la qualité de béninois, on peut les exclure s'ils sont compétents. Si nous arrivons à leur retirer leurs compétences, on peut les exclure. Mais c'est le critère le plus important. Que l'on soit ancien ministre ou nouveau ministre, c'est le critère le plus important. Mais évidemment, Patrice Talon ne va pas constituer un gouvernement exclusivement d'anciens ministres de Boni Yayi. Mais retenons que le critère le plus important, c'est le critère compétence. Oui, M. Bueno, au-delà des réformes politiques et institutionnelles qui apparaissent d'ailleurs comme les propositions phares du projet du nouveau départ, le président élu devra rapidement faire face à la misère du plus grand nombre. Quelles sont les mesures d'urgence par rapport à la pauvreté qui indéniablement a pris des fortifiants ces dernières années? Vous savez, la pauvreté, c'est d'abord l'éducation, la santé. C'est d'abord les différentes régies de l'État qui permet de donner souffle et ressources aux opérateurs publics, aux opérateurs privés, à l'économie interne. La pauvreté, c'est aussi la dette extrêmement importante, n'est-ce pas? La dette intérieure extrêmement importante. Et ça, on va en parler. Voyez-vous. Donc les premières mesures seraient d'abord de satisfaire de soulager cette dette intérieure. C'est de permettre aux opérateurs privés de pouvoir satisfaire leurs propres obligations, de pouvoir recruter. L'État ne peut pas, en dépit de toute sa générosité, faire face entièrement au défi du chômage. Il faut stimuler l'initiative privée. Et l'État va commencer assez rapidement à satisfaire cette dette, à libérer, n'est-ce pas, ça n'a pas d'obligation en ce qui concerne la dette intérieure. Et j'ai dit tout à l'heure, à mettre en œuvre les leviers, le partenariat public-privé, pour faciliter les investissements. Nous aurons un débat à l'Assemblée nationale de ce point de vue. À faire en sorte que les dépenses, je veux dire, exubérantes, n'est-ce pas, les dépenses de confort puissent être évitées, à faire en sorte de concentrer les ressources sur l'utile et le nécessaire, à faire en sorte d'encourager l'artisanat, d'encourager l'agriculture, parce que c'est le terreau de l'emploi, l'artisanat et l'agriculture, à faire en sorte d'accompagner les différents acteurs de l'économie dans la formation et dans la recherche des crédits qui leur permettent, n'est-ce pas, d'assurer aussi leur part d'obligation. Et donc tout cela se mettra en œuvre assez rapidement, concomitamment avec les réformes qui seront engagées. Mais je veux insister, les réformes sont nécessaires parce qu'elles constituent la fenêtre, les fenêtres que nous allons ouvrir pour permettre à l'oxygène économique de rentrer dans notre chambre. Et donc nous allons insister sur ces réformes au même moment que nous inciterons sur les leviers économiques. Oui, mais M. Diogbenou, ces choses sont tellement importantes, disent les Béninois, qu'il est nécessaire, en tout cas il y a une frange qui défend cela, il est nécessaire aujourd'hui que les Béninois s'asseyent pour ensemble définir un vrai nouveau départ. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, si nous allons tous nous mettre en faculté, alors qu'on manque de pain, on manque de toit, on manque de soins, Patrice Talon, en responsabilité, se préoccupera de satisfaire le pain, le toit, les soins, l'école. Nous n'allons pas nous attendre à une discussion théorique sur faire des débats idéologiques
sur ce que c'est que le nouveau départ, etc. Chacun sait ce que c'est que le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est de rompre avec les pratiques antérieures. C'est de faire en sorte que le président soit partout en tout et sans se concentrer sur l'essentiel. C'est de faire en sorte qu'un gouvernement, les ministres soient partout, alors qu'il y a des dossiers importants sur lesquels ils doivent se prononcer. C'est de faire en sorte que nous puissions éviter d'utiliser les deniers de l'État à des dépenses qui ne sont pas nécessaires. C'est de faire en sorte d'accompagner la famille, c'est de faire en sorte d'accompagner l'entreprise, c'est de faire en sorte que les talents puissent être célébrés, c'est de faire en sorte que la compétence puisse être célébrée. Ce que les jeunes disent, ce n'est pas, mais quand même, si je me présente à un concours, est-ce que j'ai des chances de réussir par rapport à ma compétence? Patrice Talon dit oui. Et cela, nous allons répondre très, très rapidement à cela. De faire en sorte que les concours soient des concours organisés avec qualité, avec transparence. C'est de faire en sorte que celui qui n'est pauvre, comme nous tous, puisse avoir vraiment entretenu l'espoir de sortir de sa situation de pauvreté. Et ça, Patrice Talon ne va pas attendre. Mettre en place, je ne sais pas ce que vous... Donc, aucune chance de ces assises appelées par Pascal René Koupaki, par Ablabi Otiane, par exemple, aucune chance. Ce n'est pas à exclure, mais il faut répondre. Il y a des urgences auxquelles il faut répondre. Et je pense que les uns et les autres sont associés à la réponse, n'est-ce pas, ces urgences-là. Il y aura des séminaires gouvernementaux, il y aura des concertations, il y a déjà des concertations sur les leviers que l'on va mettre en place et sur les solutions que l'on va proposer. Mais nous sommes dans une situation d'urgence absolue. Nous discutions tout à l'heure, le taux de pauvreté a augmenté de manière surprenante, n'est-ce pas, en 2006. De 2006 à 2016, nous sommes plus pauvres en 2016 qu'en 2006. Vous voyez, j'ai compris, moi, que pour connaître son pays, il faut faire de la politique. Juste aller dans des régions de notre pays où le mot pauvreté, je croyais le connaître dans le dictionnaire. Mais il faut le voir, le mot pauvreté. Et on ne peut pas voir ces urgences-là et attendre, rassembler les élites, discuter, disserter. Non, il faut concerter et il faut décider. Et donc, concerter, décider, ce sera l'outil que Patrice Talon va mettre en œuvre pour répondre très rapidement à ces urgences. Alors, Maître Benou, il n'a déjà pas pris service, Patrice Talon, qu'il appréhende l'ampleur du désastre. Le président élu annonce, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une dette intérieure de 300 milliards. Et plus de 300 milliards. Plus de 300 milliards. Or, les autorités en fin de mandat nous avaient toujours signifié que tout allait bien. Comment cela se peut? D'où tient-il ces chiffres? Et que ces dettes sont épongées d'ailleurs. Vous savez... déjà à la suite de la prestation de serment, l'un des premiers actes serait la connaissance, l'état des lieux. Et l'état des lieux sont les audits. Et ce n'est pas la presse qui ne sera pas associée à la connaissance de l'état des lieux, à l'établissement de ces lieux-là. Et donc les chiffres... Et avec ce que Boni Yaya a fait en 2006. Il a eu l'état des lieux, mais jamais de publication. Il y a différentes manières de publier, je veux dire d'utiliser les résultats de ce diagnostic et de cette prise de vue de la situation exacte. Mais vous savez, en Afrique, nous avons des chiffres, mais il faut se poser la question de savoir si ces chiffres sont vrais. Mais nous devons, pour nous développer, il faut que nous soyons dans la vérité des chiffres aussi. Et donc, si ce pays allait si bien, ce n'est pas Patrice Talon qui aurait été président de la République. Vous voyez, il y a un candidat qui dit que lui, il est dans l'espérance que le pays va bien. Donc ce pays, vérifier que le pays va bien, c'est voir nos compatriotes, c'est voir leur état de vie, leur situation quotidienne. Et donc, cette situation appelle de la part des responsables publics que nous serons et que nous sommes déjà des réponses les plus urgentes. Nous ne pouvons pas dire que le pays va bien, en dépit des chiffres que l'on expose. Mais c'est nous seuls qui croyons en nos chiffres. Ceux qui sont nos partenaires ne croient pas en nos chiffres. Ils savent, eux, les chiffres qui sont réels. Alors, Maître Benou, vous parliez tout à l'heure de l'état des lieux. En attendant la passation des charges entre Boni Yaya et l'homme qu'il a passé ces 4 dernières années à combattre sans répit dans les ministères, offices d'État et autres structures publiques, on pille sans mesure les équipements et autres biens à disposition, changement de moteur au véhicule, déménagement des tables et chaises, d'ordinateurs, de rideaux, de tapis et de tout. C'est ce qu'a dénoncé cette semaine, vous l'avez suivi sans doute, le secrétaire général de la FESNER Finance et certaines organisations
de la société civile. Je vous propose d'écouter un extrait sonore à cet effet. Nous voulons saisir cette opportunité pour lancer un appel à la citoyenneté, au comportement des Béninoises et des Béninois sur les enlèvements de meubles, les enlèvements de matériel, les enlèvements de machines, les enlèvements de moteurs qui ne respectent pas les normes et l'éthique et la déontologie et qui, lorsque ces déménagements ne respectent pas les normes, je crois qu'il est important qu'on rappelle à l'ordre tous ceux qui sont en train de prendre impunément les matériels de l'État et qui les déménagent vers leur maison ou des endroits qu'on ne comprend pas. Ce que nous disons ici, qui est très très grave, c'est qu'il faut qu'on commence par auditer la plupart de ces ministères sur ce qui concerne le matériel qui est resté, qui doivent rester pour ces ministères. En tout état de cause, la plupart de ceux-là qui se rendraient coupables donc d'enlèvement, de détournement de matériel, de prise de machines ou d'enlèvement de moteurs de la plupart des voitures qui sont des voitures des ministères et de l'administration en général qui seront poursuivis. Nous allons davantage enquêter pour avoir plus de détails et que ceux-là se prennent au sérieux aujourd'hui. Nous demandons encore aux nouveaux ministres qui vont prendre les rênes de nos ministères pour que la lutte contre l'impunité commence par les audits qui vont être réalisés dans la plupart de ces ministères pour se rendre compte et à l'évidence des faits de ce qui reste pour l'administration et demeure et devrait demeurer pour l'administration pour qu'on n'aille pas piller nos entreprises, n'aille pas piller nos ministères au nom de la fin d'un régime pour pouvoir se contenter de ce que le régime, au nom de quoi doit-on laisser les gens faire ces choses? Si l'administration est une continuité, nous sommes en train de passer dans les ministères pour avertir les chefs matériels, pour avertir les chefs services à tous les niveaux et que les secrétaires généraux des ministères prennent des dispositions particulières pour arrêter ces saignées-là. Parce qu'il ne faut pas qu'on aille au-delà de ce qui est normal. Ce n'est pas possible aujourd'hui que l'administration soit un lieu de bandits, de voleurs qui arrachent, n'est-ce pas, les outils de travail des entreprises. Ce n'est pas possible. Oui, Maître Brenou, vous l'avez écouté, c'est Gustave Assa de la plateforme de la société civile. Comment appréhendez-vous ce phénomène qui est devenu maintenant récurrent et qu'on observe souvent à la fin d'un régime? Même à la présidence. C'est la pratique instaurée et une pratique regrettable. Il faut condamner. Il y a deux choses. Il y a la destruction, la dégradation, le détournement physique, matériel des biens de l'État. Il y a aussi les contrats que l'on signe. Il y a aussi les ordres, les paiements que l'on effectue. Si l'on ose faire le point ces dernières semaines, des paiements que l'on effectue, insoupçonnables que l'on effectue, sur les responsables auteurs de ces dégradations, de ces détournements de biens publics, la responsabilité sera engagée. Il n'y aura pas d'impunité. Nous avons dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais qu'on comprenne bien ce mot-là. Qu'on comprenne bien ce groupe de mots. Et d'ailleurs, qui est souvent mal compris. Ce groupe de mots. Eh ben, quand il y a des sorciers, il faut les chasser. Les sorciers n'ont pas bonne réputation. Bien sûr, il faut les chasser. C'est ça, c'est justement ça. Mais je veux dire la manière la plus solennelle. L'on ne poursuivra personne parce qu'il a une identité, parce qu'il y a une position politique. Par le passé. Mais lorsque vous volez, lorsque vous dégradez, vous serez poursuivi. Je pense que les responsables qui ont la garde dans nos différents départements de ces biens, qui doivent assumer, vont assumer après. Il ne sera pas dit que c'est parce que tel ministre l'a ordonné. C'est la première chose. Il faudrait que nous le fassions demain pour éviter à moi qui vous parle de le faire après-demain. Il faudrait que nous soyons courageusement, n'est-ce pas, que nous soyons, que nous nous mettions d'accord pour sanctionner. Alors, je voudrais m'adresser particulièrement à la famille de ces autorités, aux épouses de ces autorités, aux enfants de ces autorités, qui reçoivent ces biens indus à la maison. Ce n'est pas demain qu'il faut courir pour voir le procureur ou le juge. Ce n'est pas demain qu'il faut courir pour savoir si son mari sera mis en garde à vue ou en détention. C'est maintenant qu'il faut refuser ça. C'est maintenant qu'il faut poser les questions de l'origine de ces biens en fin de mandat. C'est maintenant. Il y a des véhicules, on va laisser les camelotes, on va détourner les moteurs. Ils sont faits. Et donc,
le pays s'appauvrit, l'État s'appauvrit. Le peu de biens que nous avons, on les détruit. Et cela, les différents responsables vont l'assumer. Et je les appelle à arrêter, à suspendre. Et je les appelle à faire en sorte que, évidemment, en dépit politiquement de nos divergences, que l'on ne les reconnaisse coupables ou qu'on les suspecte, je veux dire, d'actes de destruction matérielle. Et sur les contrats, vous savez, il y a des contrats, il y a des appels d'offres qu'on a lancés et dont on prétend conclure le contrat le 4 avril. Je veux dire, non pas seulement aux différents responsables de nos différentes structures de marché public qui sont responsables, répondre d'eux et qui répondront, c'est ça. Mais aux différents partenaires de l'État qui seront bénéficiaires de ces contrats. Moi, je leur conseille une seule chose, de prendre les assurances les plus importantes. Les primes d'assurance doivent être extrêmement importantes. On ne peut pas opposer ces contrats à un État lorsque les conditions de conclusion de ces contrats sont manifestement léonines et apparemment illégitimes. Et donc, de ce point de vue, je n'exclus pas que l'on puisse s'engager à cela, mais il faut prendre les assurances juridiques les plus fortes. Et pourtant, Maître Diabueno, quand on observe l'état des lieux, eh bien, ces choses que vous dénoncez ne sont que des PKD. Quand on observe les scandales, le lot de scandales qui a jalonné donc le régime de Boni Yayi, qu'est-ce que le régime de Patrice Talon a fait? Vous savez, dans son programme, il y a le renforcement du pouvoir judiciaire, le renforcement de la justice. Le président de la République ne siégera pas au Conseil supérieur de la magistrature et donc il ne décidera pas de l'orientation de ces différentes procédures. À l'avenir, le président de la Cour suprême ne sera pas nommé par le président de la République. À l'avenir, nos juridictions, et déjà en ce qui concerne l'urgence, nous avons des magistrats qui sont en train d'attendre, ils seront mis à contribution. Nous avons des recrutements à faire, ces recrutements seront effectués. Mais nous allons renforcer sérieusement le pouvoir judiciaire en termes d'indépendance, en termes de moyens financiers, en termes de ressources humaines. Et de ce point de vue, il appartiendra à la justice de décider ce qu'il adviendra. Oui, alors, si vous permettez, Wilfried Nwedji, pardon. Wilfried Adou, si vous permettez, donc, quand on parle donc de scandale, il y a un plus récent, le concours donc de recrutement des douaniers, ce concours à polémique. Qu'est-ce que Patrice Talon en fera, par exemple? Ça fait la fraude corrompt tout. Mais il ne suffit pas de dire ça. Parce que vous et moi, encore moi, pour le moment, je suis hors du système. Il faut savoir raison garder et aller constater la réalité. Mais si la fraude est établie, la fraude corrompt tout. Donc rien n'est encore acquis. De quel pour ces douaniers recrutés, rien n'est encore acquis. Un responsable doit observer, doit analyser, doit examiner. Je suis par ailleurs avocat. Je ne peux pas me contenter de ce que chacun observe. Il faut établir véritablement que les concours sont frauduleux. Mais si cela est avéré, eh bien là, vous savez, connaissez Patrice Talon sur ces questions-là. La réponse sera faite. De toutes les manières, nous n'allons pas poursuivre dans la fraude. Nous n'allons pas encourager la fraude. La fraude sera combattue. Et à partir des concours récents, si ces concours sont avérés frauduleux, je dis bien, comprenez-moi bien, nous allons combattre la fraude, nous n'allons pas l'encourager et nous allons faire en sorte d'apprécier à partir des concours récents s'il s'avère que ces concours sont frauduleux. Et par exemple, ceux qui ont de faux diplômes dans l'administration publique, il y aura un audit aussi dans ce sens? Oui, si nous ne commençons pas à isoler chaque difficulté, je ne peux pas vous dire, nous n'allons pas passer les 5 années à faire des audits. Non. Vous voyez, mais chaque situation qui sera révélée sera traitée de la manière la plus rigoureuse possible. Alors, il y a une considération générale. La considération générale, c'est qu'il faut faire en sorte que la qualité revienne dans la maison, la compétence revienne dans la maison, que nous chassions la fraude de la maison. Il n'y aura pas de place pour les médiocres. Vous ne pouvez pas, dans une maison, encourager la fraude et espérer demain gagner la Coupe du Monde.
Si nous ne gagnons pas la Coupe d'Afrique des Nations, c'est parce que nous passons toujours par les voies de facilité. Il faut éviter les voies de facilité. C'est d'ailleurs pour cela que la réforme du système éducatif est une réforme importante. Autant nous encourageons nos enfants à tenir à la vertu, à tenir à l'effort, autant nous devrions répondre dans le comportement public, dans le comportement administratif, faire en sorte que, oui, la vertu, l'effort soient les éléments de conduite de l'action publique. Oui, mais en attendant d'ouvrir le standard à nos auditeurs, je vais vous poser une dernière question. Le peuple du Bénin, vous le savez bien, est un peuple de gens pressés et exigeants, c'est connu. Sur une radio de la place qui a donné la parole cette semaine aux citoyens électeurs de Patrice Talon, j'ai été amusé d'écouter les desiderata des Béninois que j'ai noté, que je vous prie de suivre attentivement ici. À la synthèse de l'émission qui a duré 60 minutes, l'animateur a noté ceci: former un gouvernement de 15 à 20 membres maximum, éviter de nommer comme ministres les chefs de partis politiques, interdire formellement les marches, messes et kermesses de soutien et de remerciement, garantir et renforcer la liberté des médias, préserver et raffermir l'indépendance de la justice, laisser chaque institution jouer son rôle, organiser d'urgence 3 audits: l'audit de l'administration publique, l'audit des finances publiques et l'audit de la passation des grands marchés publics, annuler tous les concours frauduleux, permettre à la justice de punir sans règlement de compte les prédateurs reconnus comme tels des ressources publiques, ne plus jamais ordonner à la police de tirer sur des citoyens qui protestent, garantir d'urgence l'eau potable et l'énergie domestique à tous les Béninois, valoriser la vallée de l'Ouémé. Avez-vous une idée de ce que pourrait penser le nouveau président de ces attentes? Absolument, c'est le cahier des charges. Ah oui, exactement, c'est le cahier des charges. Résultat d'une conférence d'une assise nationale. C'est exactement le cahier des charges. Les marches, Patrice Talon dit que si un ministre se permet de faire des marches de remerciement, il sortira du gouvernement. Vous voyez, si un ministre se permet. Vous savez, nous sommes en Afrique et curieusement, dans l'espace public, alors que l'espace public est destiné pour vendre la production, pour les opérateurs économiques, nous, l'espace public, c'est pour les chefs d'État. L'un des points de rupture, c'est cela. Vous n'aurez pas les images du chef de l'État à chaque carrefour de rue. Et déjà, les marches de remerciement, les messes de remerciement. Pas de marche, pas de messe non plus. Mais vous allez le constater. Vous n'aurez pas besoin de prière. Vous allez le constater. Vous savez, et nous sommes à Pâques. La foi est une affaire d'intimité. Une affaire d'intimité. Il n'y a pas d'être humain qui puisse affirmer qu'il n'a pas besoin de prière. Mais la prière utilisée à des fins politiques, non. La prière ostentatoire, non. Absolument pas. Absolument pas. Nous allons célébrer une nouvel évangile, le travail. Il faut mettre les uns les autres au travail. Il faut travailler soi-même. On dit que les Béninois sont insatisfaits, ils sont indisciplinés. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ils regardent celles et ceux qui sont à la tête de l'État. Ils suivent ce qu'ils font. Et nous ne sommes pas différents des autres peuples. Nous ne sommes pas constitués de gènes différents. Alors, donc, nous faisons exactement ce qu'on nous demande de faire. Et si on respecte ce que l'on a promis soi-même, nous suivons. Quand les Béninois vous écoutent, certainement, ils sont heureux, ils sont contents d'être dans la rupture. Mais en même temps, certainement, ils ont peur que le pouvoir soit corrompu, que ce discours, cette conviction soit d'un instant à l'autre corrompu. Est-ce que cette peur ne vous habite pas également? Je voudrais améliorer votre question, si vous le permettez. Joseph Diogbenou avait, à un certain moment, un projet présidentiel lui aussi. Il voulait être candidat à l'élection présidentielle. Et dans ce cadre, il y avait des documents qui avaient été élaborés, dont je me souviens du titre « La gouvernance par l'exemple ». Vous qui êtes aujourd'hui l'un des compagnons de Patrice Talon dans cette aventure politique, est-ce que vous êtes arrivé à lui faire adopter le contenu de cet ouvrage? Est-ce que nous verrons un président qui va gouverner par l'exemple? Ou alors un type de prêcheur qui nous dira ce qu'il faut faire et qu'il fera autre chose? Sur la gouvernance par l'exemple, vous ne serez pas déçus. Et déjà, cela a commencé. Sur la gouvernance par l'exemple. Vous aurez une cérémonie de prestation de serment les plus sobres. Vous n'aurez pas les manifestations d'enthousiasme organisées par l'État. Mais vous ne pourrez rien contre des initiatives personnelles, des initiatives de groupe. Et par ailleurs, qu'il faut encourager. Je vais rebondir sur cette affaire de Pagne. Vous voyez, Patrice Talon n'a pas demandé. Son équipe ne l'a pas fait.
Mais en même temps, si les opérateurs privés, si les initiatives privées prennent cette initiative et que cela leur permet de régler des problèmes quotidiens, des difficultés quotidiennes, et cela permet à d'autres d'avoir la joie de marquer leur temps, ce n'est pas Patrice Talon d'interdire cela. Nous sommes dans un contexte de libéralisme économique, de libre initiative. Et je le dis, moi, à titre personnel, si vous voulez me vendre un pain, si je suis d'accord, je vais l'acheter. Si je ne suis pas d'accord, je ne vais pas l'acheter. Mais je voudrais très publiquement et très formellement dire que Patrice Talon n'est pas à la manœuvre, il n'est pas à l'initiative, et aucun membre de son équipe n'est à l'initiative. Mais qu'il ne le décourage pas. Il ne le décourage pas. Voilà. Deuxièmement, vous avez dit le pouvoir corrompt. Oui, le pouvoir corrompt. Et il faut en être conscient. D'ailleurs, qui n'est pas corrompu dans la vie. Lorsque l'enfant naît et qu'il commence par goûter au sel et au sucre, c'est le début de la corruption. Vous voyez, c'est le début de la corruption. Là, ce qui nous rend humains, nous sommes des êtres, mais des humains. L'humain, c'est la résistance à la corruption. Nous sommes dans le cercle du pouvoir. Nous sommes exposés à toutes les tentations. Notre travail sera de résister le plus possible à ces tentations-là. De résister le plus possible. Moi qui suis à l'Assemblée nationale il y a un peu plus de 6-7 mois, je mesure. Lorsque vous passez devant les forces de l'ordre, tout se met au garde à vous, ça grise. Ça grise. Ça vous monte à la tête. Ça vous monte à la tête. Il faut savoir résister. Il faut savoir résister. Vous avez envie de montrer à tout le monde que vous avez des policiers derrière vous. Moi, j'ai renoncé à prendre un garde-corps. Parce que je ne veux pas que cela me monte à la tête. Je ne veux pas aller à l'université avec des garde-corps. Ce n'est pas possible. Je resterai enseignant. Si la fonction politique prend fin, je retournerai à l'université. Je ne dirai pas que dans tous les cas, je ne l'aurai pas. Mais je résiste. Ce qui fait un homme politique qui se met au-dessus de la mêlée, c'est ça, développer sa capacité de résistance aux tentatives et aux tentations. Et donc c'est ce que nous allons faire. Je ne vous dis donc pas, mon cher ami, je ne vous dis donc pas que nous sommes des gens très vertueux, que nous serons insensibles à tout ça. Non, pas du tout. Mais vous allez nous aider à le faire. Nous allons résister le plus possible. Yaya résisté pendant 6 mois, jusqu'aux élections législatives de 2007. Chacun a ses capacités de résistance. Justement, c'est ce que j'allais demander. Vous résisterez jusqu'à quand? Ne me posez pas cette question. Nous allons résister autant. Je voudrais vous dire, c'est à vous de nous aider à résister. Lorsque je vous inviterai quelque part, vous journalistes, et que vous allez refuser de prendre les perdièmes, vous allez m'aider à résister. Vous allez m'aider à résister lorsque, ami, vous n'allez pas me demander de placer l'un de vos cousins. Vous allez m'aider à résister. Aujourd'hui, je ne vous dis pas combien de CV j'ai déjà reçus. Et alors, nous parlons de la lutte contre la discrimination. Si je dois demander à Patrice Talon de faire suite à tout cela, nous aurions remplacé un système discriminatoire par un autre système. Nous allons résister, nous allons tenter de résister. Nous allons résister. Ceux qui vont nous aider à résister, ce sont nos épouses, ce sont nos conjoints, ce sont nos familles qui vont nous aider à résister. Nous allons faire notre part. Mais en même temps, nous sommes dans un contexte social. Et puis, bien entendu, la garantie formidable, c'est cette limitation de Patrice Talon dans le temps. Il dit qu'il ne fera que 5 ans. Ça veut dire quoi? Il n'a pas d'obligation, de devoir de gratitude. Il est peu enclin au chantage. Absolument. Et de ce point de vue, soyons rassurés. Je ne le dis pas encore une fois, comprenez-moi bien, dans l'absolu. Nous sommes faits de chair, d'os, de sang. Dans l'absolu, c'est le Christ qui est descendu. Gardons-nous de le dire, parce que nous sommes des êtres humains. À partir du moment où nous oublions que nous sommes des êtres humains, c'est le début de toutes les tentations et de toutes les dictatures. Très bien, M. Diogbenou, nous allons enfin laisser la parole à nos auditeurs qui sans doute s'impatientent. 64 44 02 44 66 75 72 72. Avons-nous déjà le premier auditeur au bout de la ligne? Nous ne l'avons pas encore, il est là. Oui. Ah, voilà. Bonjour le plateau. Bonjour monsieur. M. Diogbenou. Bonjour. À qui avons l'honneur? Je suis Herman Metton. Oui, monsieur Metton, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup. La première, c'est on a beaucoup entendu le président Patrice Talon et M. Diogbenou, mais la question de l'énergie qui préoccupe l'ensemble du peuple béninois, on ne les entend pas assez sur ça. Est-ce que c'est relégué à une position vraiment très lointaine? Je voudrais en savoir. Deuxième point, on a entendu M. Jacques Ayadi dire que désormais ce ne sera pas le programme de M. Patrice Talon, bien le projet, mais le projet de
que ça a été reformulé de l'ensemble de tous ceux qui l'ont accompagné au second tour. Je voudrais demander si cela est vrai. Troisième question, on dit que le pouvoir transforme, on dit autre chose, mais une fois dans le fauteuil, en tout cas, dans les conditions changent. Est-ce que ce ne sera pas le cas? Et enfin, pour terminer, que pense le candidat Patrice Talon des victimes de ICC Service? Vous savez que cela endeuille toute la population béninoise. Je sais que Maître Diogbenou en sait quelque chose. Est-ce que quelque chose est prévu? C'était Herman Metton. Je vous souhaite un bon week-end passé. Merci beaucoup, Monsieur Metton, et bonne journée à vous. Notre auditeur est là, bonjour. Bonjour, mes chers journalistes. À qui avons l'honneur? À la tournée Abbas depuis Porto Novo. Oui, Monsieur Abbas, allez-y pour vos questions. Je salue votre invité. Bonjour. Et je le remercie de toujours atténuer les adjectifs qu'utilisent nos journalistes pour enfoncer le supposé pécheur qui se sont trompés et qui ont retrouvé avant leur mort la voie du peuple à suivre. Écoutez, maître, c'est quand on a un bon résultat qu'on assume sa position et sa part de responsabilité active aux côtés d'un régime en place. Le feriez-vous en cas d'échec? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, très rapidement. Je vous dis une anecdote. J'ai été voir un politicien avant l'élection et je lui ai posé la question suivante. Comment pourriez-vous expliquer et convaincre la grand-mère du village du choix de votre candidat? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il dit qu'on n'a pas besoin de cette grand-mère pour faire le chaos. Maintenant, ma question, comment allez-vous, plus ou moins, satisfaire les attentes de cette grand-mère qui ne s'est pas trompée de choix sur vos promesses électorales? Merci et très bonne journée à vous. Merci beaucoup, Monsieur Abbas, et bonne journée à vous. Un autre auditeur là. Bonjour, à qui avons l'honneur? Monsieur Assoba, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le journal, bonjour, maître Diogbenou. Bonjour. Maître Diogbenou, après nous, ce ne serait plus nous, mais plutôt vous. Et avec ces événements spectaculaires et tous les azimuts auxquels nous assistons, et dont la liste pourrait être extensive à l'infini, n'avez-vous pas le sentiment qu'on va vers une pensée unique qui pourrait être un danger pour notre démocratie chèrement acquise et dont vous êtes un ardent défenseur? Autrement dit, s'il n'y a pas une contradiction, la vérité ne serait-elle pas absente dans la gouvernance du président Patrice Talon? Je vous remercie. C'était Souba Soba, à la journée 2004. Merci beaucoup, Monsieur Assoba. Bonne journée à vous. Un autre auditeur est-il là? Oui, bonjour. Awandjinou Bruno depuis Porto Novo. Monsieur Awandjinou, allez-y pour vos questions. Oui, un des grands projets du nouveau président, c'est la reconfiguration de la classe politique au Bénin. La déliquescence que nous avons constatée, et vu que l'argent a été de beaucoup dans cette campagne, les jeunes qui sont talentueux, qui sont compétents, est-ce que c'est évident qu'ils trouveront toujours leur place dans ces partis-là? Est-ce que le mécanisme ne peut pas être mis en route, bien codifié, pour que des gens qui veulent être candidats indépendants, on puisse leur ouvrir une brèche? Ça, c'est ma question. La deuxième, le problème majeur que nous avons eu, c'est que les chiffres de croissance économique n'ont pas toujours reflété le bien-être, n'est-ce pas, des populations dans leur majorité. Qu'est-ce que Patrice Talon entreprend pour que ce mieux-être-là soit ressenti? Et enfin, ma dernière question, le ciment est une denrée très consommée. Et nous savons la chaîne, n'est-ce pas, des emplois qui peuvent être atteints si on diminuait le prix du ciment. Est-ce qu'avec M. Patrice Talon, le président Patrice Talon, on peut avoir cette opportunité de diminution du prix du ciment qui va impacter beaucoup les Béninois? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Awandjinou. Nous allons prendre un dernier auditeur et pour boucler la boucle. Bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? Martin Denis Abodé. Oui, Monsieur Abodé, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Diogbenou. Bonjour. Pardon. Y a-t-il réellement d'hommes politiques au Bénin? Si oui, sinon, mais le marquer. Pour être un homme politique, il faut être un homme de conviction. Ne jamais être un pantin, ni un mouton de panurge, ni un papillon qui vole de tige en tige. Que pensez-vous de ça? Monsieur Talon, Patrice, notre président, a parlé de la compétence. En même temps, il faut que le cadre choisi ait
de la perception d'esprit et l'ouverture d'esprit, en même temps de la conscience. Il faut qu'il soit conscient devant le dossier, qu'il étudie, qu'il juge, et avant d'être consciencieux et accomplir sa tâche professionnelle sans faiblir. Et c'est ainsi qu'il va éviter de tomber dans la ruine de l'âme. Merci beaucoup. Que pensez-vous de ça? Merci beaucoup, M. Avodé. Oui. Bonne journée à vous. C'est des sujets de dissertation. J'aurai le temps d'y répondre après. Alors, il y a des questions en foison. Nous avons une très bonne moisson. J'espère que nous aurons le temps d'y répondre. Mais nous allons nous y lancer tout de suite. Et maintenant, on veut savoir ce que vous avez prévu pour régler le problème de l'énergie, qui est quand même l'une des plus grandes et les plus grosses difficultés que connaissent les Béninois aujourd'hui dans les ménages. Je pense que Patrice Talon s'est prononcé sur la question lors du débat du second tour et assez amplement. Toutes les solutions seront mises ensemble pour répondre assez promptement et durablement. Parce qu'il faut l'urgence, mais il faut la durabilité et il faut la qualité. Voilà. L'urgence, la durabilité, la qualité. Sur ce secteur, vous allez, dès après la formation du gouvernement, connaître les différents éléments de politique générale du secteur. Je voudrais ajouter le fait que, d'une manière générale, la question aussi se pose autour de la qualité des hommes et des femmes qui conduisent les différentes sociétés d'État et plus généralement les différentes régies qui nous permettent de satisfaire les besoins quotidiens. Et sur ce terrain-là, je ne fais que me répéter, et Patrice Talon ne fait que se répéter, c'est la compétence. Et avec un cahier des charges bien précis. Très bien. Le projet de Patrice Talon, le nouveau départ, sera-t-il refondu vraiment avec celui de tous les autres candidats qui l'ont soutenu pour en faire un programme de gouvernement? Est-ce que c'est ça qui va se faire? Il y a deux observations. Nous avons un candidat qui est élu président de la République, mais qui est élu sur la base, évidemment, d'une coalition constituée. Et deuxièmement, à la base, il a développé, s'est engagé fortement sur son projet de société. Deuxième observation, dans les autres projets de société, il n'y a pas d'élément qui contrarie le projet de société de Patrice Talon. Il n'y a pas d'élément de contradiction véritable, ni idéologique, ni stratégique. Il me semble bien qu'il n'y a que les mêmes principes, les mêmes enjeux. Le renforcement de l'état de droit, le renforcement des institutions, la lutte contre toutes les formes de discrimination, la solution aux problèmes de vie, le renforcement de l'économie. Et bien entendu, sur ce terrain-là, c'est le projet de société de l'ensemble des candidats. Donc c'est le programme qui sera conduit. Mais Patrice Talon sera jugé sur les engagements très faibles que lui-même il a pris. Les engagements très faibles que lui-même il a pris. Et bien entendu, à partir de la constitution, de la formation du gouvernement, s'il y a des développements après la campagne électorale et après l'élection, vous serez les premiers à être informés. Très bien. ICC Service, les victimes de ICC Service, vous avez parlé de conditions de vie des citoyens, etc. Je crois Aboulaye Biotchane, qui est désormais dans la rupture avec Patrice Talon, en a fait l'une de ses priorités. Que ferez-vous de ICC Service? Non. Vous savez, c'est un acte qui a été commis. Ce sont des actes qui ont été commis, assez graves, non pas seulement pour les individus, mais pour l'économie en général. Et donc, il y a le devoir de justice. Ce devoir de justice sera satisfait. Il y a également les réponses à apporter à chaque citoyen qui aurait souffert dans ce drame-là. Ces réponses seront apportées par le gouvernement qui sera formé. Et donc, d'un point comme de l'autre, la question de la justice sera réglée et la question des réponses à apporter sera réglée. Mais je ne peux pas rentrer dans le détail sur le type de réponse, sur le contenu de réponse. Très bien. Soro Asogba de Ouida voudrait savoir si les ralliements, que je ne voudrais plus qualifier parce que ça dérange M. Abbas ou Olatunle de Porte-Nouveau, les ralliements ne vont pas nous conduire vers la pensée unique qui sera quand même suicidaire pour notre démocratie. Il faut encore une fois éviter de traiter les effets. Il faut traiter la cause. La cause, elle est institutionnelle. Elle est dans les réformes. Et donc, nous allons nous atteler sérieusement aux réformes.
Et bien entendu, nous connaissons dans ce pays. La pensée unique n'est pas béninoise. Même pendant les temps les plus forts de la Révolution, nous n'avons pas assisté sérieusement à la pensée unique. Et donc, chacun se détermine maintenant, pour le moment, stratégiquement, mais chacun va retrouver la place que la société lui confère et que les idées lui confèrent pour renforcer notre démocratie. Les réformes du système partisan font partie des priorités de Patrice Talon. Alors, M. Awangilou voudrait savoir si on ne pourrait pas, dans ce cas-là, imaginer un mécanisme qui favorise la candidature des indépendants et faire ainsi la promotion de jeunes qui aspirent à entrer sur le terrain de la politique. Je ne vous parle pas, je ne me prononcerai pas en tant que portant la parole de Patrice Talon. Mais très personnellement, il faut éviter avec les candidatures individuelles à l'élection présidentielle. C'est très grave. C'est très grave. Parce que pourtant, c'est ce que Talon vient de faire. Ce n'est pas parce que nous l'avons permis que nous allons poursuivre dedans. Pourquoi c'est extrêmement grave? Regardez, pour être un élu local dans le village le plus reculé du Bénin, il faut être porté par un parti politique. Dans un parti politique, il y a de la discussion, quel que soit le parti politique. Il y a de la discussion, il y a de la décision, il y a de la contradiction. Tant que nous allons continuer par célébrer les individus au lieu de célébrer les institutions, eh bien, notre pays ira à volo. Il faut avancer, mais jamais reculer. Je suis partisan. Et encore une fois, je vous le dis, je ne parle pas en tant que portant la parole de Patrice Talon à titre personnel, et si je suis consulté, c'est ce que je défendrai. Je suis partisan d'un mécanisme qui permettrait de n'admettre des candidatures à l'élection présidentielle que lorsque ces candidatures seront portées par des groupes. Il faut maintenant des candidatures sérieuses. C'est de la véritable pagaille à laquelle nous assistons que d'admettre des candidatures qui, a posteriori, se révèlent comme une sorte d'amusement de la galerie. Donc il faut éviter cela. Nous avons des préoccupations beaucoup plus sérieuses que cela. Être candidat à une élection présidentielle, c'est un parcours. C'est un parcours de vie, c'est un parcours politique, c'est un parcours de connaissance d'un contexte, d'un milieu. Il faut éviter les passerelles, je veux dire, de facilité, ainsi que nous l'avions dénoncé. Vous les avez dans votre groupe, dans votre rang. Que voulons-nous? Voulons-nous corriger ou voulons-nous seulement regarder dans le miroir? Que voulons-nous le mieux pour notre pays quand nous ne serons plus? Quand ces enfants-là viendront, nous serons beaucoup plus nombreux en 2025 qu'en 2016. Est-ce que nous accepterions qu'un individu, parce que lui-même il a jugé qu'il peut être président de la République, soit candidat? Vous savez, la Sénat, c'est une administration. Elle doit déployer les ressources des deniers publics pour assurer le même accompagnement à cet individu qu'à celui qui est porté par un parti politique. Il faut que nous puissions, avec beaucoup de courage, dire à nous-mêmes ce qui ne va pas et corriger. Ça fait partie des réformes, certainement. Absolument. Enfin, encore une fois, je souligne, il ne faut pas prendre Patrice Talon au mot. Je dis, je ne porte pas sur cette question sa parole, je porte ma propre parole. Très bien, M. Diogbenou, on prendra ça pour votre conclusion. Engagement, courage, détermination pour réussir ces réformes-là qui sont essentielles, n'est-ce pas, à la suivi de notre démocratie. Madame, Monsieur, il est temps de refermer cette émission et on se quitte sur donc, cette conclusion de Joseph Diogbenou. M. Diogbenou, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. De votre opinion, les sujets qui font l'actualité. Georges Bonou était aux manettes et qui nous a accompagnés tout au long de cette émission pour la réalisation technique. Vigile Arouancet et Wilfried Adon, nous vous remercions de votre fidélité. Rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut. Le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous.